l'Antiquité, où nous étions la semaine dernière, avec Hippocrate, Aristote, Galien, un grand saut, puisqu'on va passer direct au 18 et 19e siècle, avec deux grands personnages. Donc je vous ai mis les dates au tableau. Deux grands personnages qui sont des génies méconnus, je dirais. C'est-à-dire, voilà, des gens qui vont avoir vraiment de bonnes intuitions et apports à la science, mais qui, au moins de leur vivant, vont être tout à fait ignorés pour diverses raisons. Et dont aujourd'hui on retrouve l'intérêt. Quelque part, ce sont deux personnages dont on parle encore aujourd'hui, y compris dans les recherches les plus avancées. Alors, il s'agit de Jean-Baptiste de Lamarck, 1744-1829, et de Gregor Mendel, 1822-1884. Vous voyez, on est en plein milieu du 18e et plein 19e. Alors, pourquoi les avoir choisis, eux? Eh bien, non, il y a le mouvement de tambour. Parce que c'est à la fin du 18e et au début du 19e que la biologie, puisque nous sommes dans le cycle mieux comprendre le vivant, donc la biologie, c'est à ce moment-là que la biologie acquiert son statut de science et que le terme même, biologie, apparaît. Vous voyez, c'est tardif. Par rapport aux deux mots grecs qui sont connus depuis longtemps, bios et logos, le terme de biologie apparaît de manière très précise, même en 1802, sous la plume, justement, du naturaliste français Jean-Baptiste de Lamarck. Il est donc le fondateur de la biologie en tant que science de la vie et science des êtres vivants. Il est reconnu aujourd'hui comme le fondateur de la biologie en tant que science de la vie ou science des êtres vivants. Et il écrit ceci, qui va fonder, qui est un peu la charte de l'époque, de la biologie. Il écrit « Tout ce qui est généralement commun aux végétaux et aux animaux, comme toutes les facultés qui sont propres à chacun de ces êtres sans exception, doit constituer l'unique et vaste objet d'une science particulière, qui n'est pas encore fondée, qui n'a même pas de nom, et à laquelle je donnerai le nom de biologie. » Voilà, l'acte de naissance de la biologie. Alors, il y a des choses très intéressantes dans cette petite citation, puisque, outre le fait qu'il a inventé le nom de cette science, il va surtout comprendre la biologie comme une science à part entière. Aujourd'hui, ça me semble évident que la biologie est un domaine à part entière, mais à l'époque, pas du tout, parce que c'était la physique. C'était la physique qui occupait le devant de la scène, qui était la science qui avait subi et connu beaucoup de révolutions au XVIIe et XVIIIe, et la science du vivant était au mieux intégrée dans la physique, comme à l'époque d'Aristote. Donc lui, il va comprendre la biologie comme une science à part entière, comme une science autonome, une science distincte, non seulement de la physique ou de la chimie, mais aussi de l'anatomie,
de la physiologie et de la médecine. Vous avez vu qu'à l'Antiquité, la science du vivant, c'était essentiellement la science médicale. Donc là, il veut vraiment faire de la biologie une science autonome, une science à part entière, même si, évidemment, les lois qui vont régir ces êtres vivants sont les lois physiques, ce sont les mêmes. Il ne va pas y avoir d'autres lois, mais il combat pour l'autonomisation de cette science. Et il va donc fonder cette biologie sur le fait d'étudier ce que les animaux et les végétaux ont en commun. Dit tout ce qui est généralement commun aux végétaux et aux animaux. C'est ça la biologie, étudier ce qui est commun entre les animaux et les végétaux et ce qui les distingue des objets inanimés, dont, par exemple, les minéraux. Et il va reprendre la classification de Carl von Linné, où il y avait 3 étages superposés. Il y avait ce qu'il appelait les minéraux qui croissent, les végétaux qui croissent et vivent, et les animaux qui croissent, vivent et ressentent. Ressentent. Croissent et vivent, et ressentent. Pour bien montrer, donc il se réapproprie cette classification, pour bien montrer qu'il y a une rupture entre les minéraux qui sont donc considérés comme des objets inanimés, et puis les végétaux et les animaux qui commencent le règne du vivant, et évidemment avec l'homme. Les végétaux ressentent selon lui. Comment ? Selon lui, les végétaux ressentent. Non, les végétaux, ils croissent et vivent. C'est le début du vivant, les végétaux. Seuls les animaux ressentent. Aujourd'hui, c'est remis en question. Bien sûr, parce que quand on arrache une plante, on l'entend bien crier, la salade. Donc ça, là-dessus, c'est la parole. D'accord. Alors, donc, il cherche à étudier ce qui est commun entre les végétaux et les animaux et ce qui les distingue des objets inanimés, de l'inerte et notamment des minéraux. Donc il va déterminer, enfin en tout cas chercher à déterminer la spécificité des êtres vivants. Qu'est-ce qui fait la spécificité du vivant par rapport aux objets inanimés qu'étudie la physique, justement. C'est une manière de dire la physique s'occupe des objets inanimés, la biologie s'occupe des êtres vivants. Même si, j'insiste, tous obéissent aux mêmes lois physiques. Alors, la spécificité du vivant, pour Lamarck, elle réside dans l'organisation de la matière. L'organisation de la matière qui constitue les êtres vivants. On va y revenir largement, là, je place simplement l'intérêt des 2 personnages. Donc l'organisation de la matière, et il va expliquer que cette organisation, cet ordre des choses, n'est pas fixe ni déterminé une fois pour toutes, comme dans une machine, car l'être vivant, justement, naît, se développe et meurt. Donc, cette organisation du vivant n'est pas simplement une réaction aux circonstances ou à l'environnement, comme par exemple, il va dire un cristal de neige se forme simplement sous l'effet d'une contrainte extérieure. Ça, c'est l'exemple d'un objet non vivant. Il y a simplement les circonstances qui font que voilà, il y a une transformation de la matière et de l'eau devient neige. Alors que pour les végétaux et les animaux, eh bien, il y a une organisation, et vous allez voir en quoi c'est complètement visionnaire, enfin, il est pionnier dans cette vision.
que cette organisation engendre elle-même les conditions propres à son développement. C'est-à-dire que cette organisation du vivant, cette organisation de la matière vivante, ne fait pas que réagir à l'environnement, aux circonstances extérieures, mais elle possède en elle-même les conditions propres à son développement. Et donc, un des grands principes de Lamarck, c'est que la vie repose sur le principe d'un développement allant du simple, du plus simple au plus complexe. Ça, c'est un des principes forts de Lamarck. Ça va du plus simple au plus complexe. Je réexpliquerai tout ça tout à l'heure. Donc, il s'agit d'un processus, on va dire, globalement linéaire, qui nous amène de l'entité vivante la plus simple, type une amibe, chose monocellulaire, jusqu'à l'homme. Donc, un processus globalement linéaire auquel, évidemment, vont s'ajouter des circonstances extérieures, les circonstances de l'environnement, du climat, de la nourriture, toutes ces circonstances, qu'il appelle les circonstances, qui vont produire des divergences, de la diversité et des irrégularités, évidemment, dans la succession. Donc, ce n'est pas un schéma totalement linéaire, en ligne droite, mais il y a des embranchements, il y a des diversifications, il y a une définition de l'évolution de l'homme. Et oui, tout à fait. C'est pour ça que les deux principes qu'il va mettre en évidence, complexification et diversification, par des circonstances extérieures, et donc une certaine adaptation au milieu, sont tout à fait encore actuels, sauf que leur fonctionnement, ce fonctionnement va quand même être remis en cause aujourd'hui, est remis en cause aujourd'hui, mais ça on le verra surtout la semaine prochaine. Mais disons que il fonde sa théorie donc sur ces deux principes, la complexification croissante de l'organisation des êtres vivants, sous l'effet d'une dynamique interne propre à leur métabolisme. Je répète, parce que ça c'est donc les deux principes de Lamarck. Complexification croissante de l'organisation des êtres vivants, je vais revenir largement là-dessus. Complexification croissante de l'organisation des êtres vivants sous l'effet de la dynamique interne propre à leur métabolisme. Alors, ça reste mystérieux, on essaiera de comprendre qu'est-ce que c'est que cette dynamique interne propre à leur métabolisme. Et deuxième grand principe, le principe de diversification ou spécialisation en espèces. C'est pour ça qu'il va y avoir des embranchements, des règnes, des espèces, autant dans le monde végétal évidemment qu'animal, à la suite d'une adaptation à leur milieu, à la fois de leur comportement et de leurs organes. Une modification des organes suite, et je vous donnerai le fameux exemple très connu de Lamarck, dont aujourd'hui on se moque un petit peu, mais qui fait quand même réfléchir, c'est pourquoi les girafes ont-elles un si long cou. Bon, et bien vous aurez la réponse tout à l'heure. Voilà. Alors, voilà. C'est ce qu'il appelle le transformisme. Il n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui transformisme. Quoique. Non. Donc, transformisme. Et cette notion de transformisme, eh bien, sera reprise 50 ans plus tard, à l'occasion, évidemment, des travaux de Darwin. Et il va y avoir de sérieux, très violents affrontements entre les darwiniens et les lamarckiens, et surtout
entre les néos, qui sont toujours plus dogmatiques que les gens à l'origine, les néo-darwiniens et les néo-lamarckiens. Mais ça sera plus tard. Toujours est-il que pendant longtemps, Lamarck a été quand même éclipsé par la renommée de Darwin, qui a été donnée par les darwiniens, parce que ça a donné à l'origine des espèces de Darwin un retentissement assez finalement disproportionné par rapport à ce qu'il... je ne sais pas que je minimise les apports de Darwin, mais on l'a surtout aussi beaucoup interprété et caricaturé. Bon. Voilà, ça c'était ma petite introduction sur Lamarck. Et Mendel, pourquoi Mendel? Eh bien parce que lui aussi, presque par hasard, en faisant pour ses loisirs des travaux de botanique et en s'amusant à croiser des pois, bon, c'est un peu blague, mais c'est vrai que c'est assez étrange comment ça s'est passé pour Mendel. Il va découvrir 3 lois qu'on appellera plus tard les lois de l'hérédité, et qui vont donner, avec d'autres recherches évidemment qui vont s'accélérer au 19e et aussi au 20e, avec les chromosomes, les gènes, etc., donnera naissance à la génétique, qui va avoir une période d'immense développement avant d'être remis en cause, surtout depuis une date très récente en fait, 1990, depuis qu'on a séquencé le génome humain et qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. D'où le remplacement un petit peu de la génétique, du tout génétique, à l'épigénétique, ou à ce qu'on appelle aussi aujourd'hui le post-génomique. Donc, dans beaucoup de domaines, vous voyez, on est dans les postes aujourd'hui. Remise en cause assez totale des découvertes des 18e et 19e. Bon. Voilà, donc vous voyez deux grands scientifiques assez incontournables pour comprendre même aujourd'hui toutes les recherches. Alors, revenons à Jean-Baptiste de Lamarck. Il fréquente le collège de jésuites d'Amiens, puis il le quitte dès la mort de son père en 1760 pour prendre rang dans l'armée. Lui, il se dédie a priori à une carrière militaire. Et puis il a un accident, il doit donc renoncer au métier des armes. Et pendant 4 ans, il va poursuivre à Paris des études médicales. Et puis il rencontre fortuitement Rousseau. Et ils vont faire des herborisations ensemble. Vous voyez comme quoi, le destin. Il devait être militaire, formation religieuse quand même, carrière militaire, non, médicale, et puis il rencontre Rousseau. Et ces herborisations avec Rousseau le décident à se consacrer à des travaux botaniques. Et il publie en 1778 un ouvrage qui va le rendre célèbre, et qui aujourd'hui encore le rend célèbre, c'est une flore française, en 1778, qui lui vaut une gloire immédiate, et il est élu à 35 ans, l'année suivante, à l'Académie des sciences, grâce à cet ouvrage sur la flore française. Il devient botaniste du roi en 1781, et il est chargé des fonctions de conservateur de l'herbarium des jardins royaux, c'est-à-dire les jardins avec toutes les espèces de plantes. Et il va jouer un grand rôle lors de la fondation du Muséum national d'histoire naturelle, qui a lieu en 1793, vous voyez, en pleine révolution. Ce Muséum national d'histoire naturelle qui continue aujourd'hui au Jardin des Plantes à être une totale merveille, avec sa galerie de l'évolution et ses collections tout à fait fabuleuses.
Et il y a justement encore aujourd'hui conservé là-bas l'herbier de la marque. L'herbier, avec des liasses, c'est très aristotélicien hein, comme classement, comme rangement. Il a classé plus de 19 000 spécimens, 19 000, vous imaginez, plantes qui sont parfaitement bien présentées en liasses, etc. Et il les a rassemblés tout au long de sa vie, puisqu'il était en relation avec des botanistes les plus illustres hein, de l'époque, qui lui rapportaient donc tous ces végétaux. Donc, vous voyez, d'abord, il est connu pour cela, pour ses travaux de botaniste. Et puis, à 50 ans, il devient professeur de zoologie au muséum, toujours au muséum, et il est chargé d'enseigner la zoologie des invertébrés. Ce qui n'est pas une tâche facile à l'époque, puisque on avait peu de connaissances sur ce sujet, et il avait un collègue, et aussi quelqu'un de prestigieux à ses côtés, qui était Geoffroy Saint-Hilaire, qui lui s'occupait de la chair des vertébrés. Mais il faut savoir que les invertébrés, en fait, correspondent à peu près 80% des animaux. Donc en fait, il avait en quantité, quantitativement, le domaine le plus étendu. Et donc il va commencer à faire un travail absolument colossal sur ces invertébrés, et il publie en 1801 la première édition du système des animaux sans vertèbres. Et il réussit, quelques années plus tard, en 1809, à formuler la première théorie de l'évolution organique dans son ouvrage qui s'appelle Philosophie zoologique. Alors, Geneviève n'est pas là aujourd'hui, elle qui s'intéresse pas aux animaux, on va lui dire qu'il faut lire la Philosophie zoologique de Lamarck qui paraît en 1809, dont son contemporain ne font pratiquement aucun cas. Autant son ouvrage sur la flore lui avait valu une gloire immédiate, autant cette somme sur la philosophie zoologique passe totalement inaperçue. Il est par contre critiqué pour ses recherches par Cuvier notamment, qui lui reproche de construire de vastes édifices sur des bases imaginaires. Il est souvent donc critiqué, raillé, moqué. Et il va finir sa vie de manière assez triste, puisqu'il est affaibli par l'âge, mais aussi il devient presque totalement aveugle à cause de son travail acharné, à la loupe, au microscope. Et il va quand même poursuivre ses travaux jusqu'à la fin de sa vie. Et il meurt donc à Paris en 1829, méconnu de la plupart et oublié pratiquement de tous. Vous voyez, c'est curieux, hein, les destinées. Et aujourd'hui, son œuvre dans les domaines de la botanique, bien sûr, mais surtout de la zoologie, de la paléontologie, de l'évolution, suscite de nouveau une très grande admiration, puisqu'on se rend compte qu'il a eu vraiment d'excellentes intuitions. Il a identifié, décrit et nommé de très nombreuses espèces, et on reconnaît encore aujourd'hui la validité de ces observations, de ces découvertes. Notamment la classification des animaux invertébrés, présentée dans Philosophie zoologique, est l'une des meilleures de l'époque. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il va insister sur cette opposition radicale entre l'organique et l'inorganique. Alors, il va dégager la notion de l'unité de la vie et de sa complexité croissante. Alors, voilà ce qu'il dit, ce qu'il écrit plutôt, dans Philosophie zoologique. L'état où nous voyons tous les animaux est le produit de la composition croissante de l'organisation qui tend à former une gradation régulière. C'est une manière d'expliquer son système de complexification croissante.
Donc il est l'un des premiers, en fait, à présenter un tableau montrant l'enchaînement des espèces. Ce que ne fait pas Darwin. C'est pas son problème. On y reviendra. Donc il présente un tableau qui montre l'enchaînement des espèces et donc il développe une conception évolutive du monde vivant. Et il va insister dans ses travaux sur la notion de temps, c'est-à-dire de longue durée, puisque cette complexification ne peut se faire que avec le temps, sur de longues périodes. Donc il va mettre l'accent sur la très longue durée des temps géologiques, des fameuses ères géologiques, la continuité des êtres au cours des ères successives, mais aussi les changements survenus à la surface du globe qui vont provoquer des modifications, évidemment, du climat, d'habitat, de mode de vie des organismes. Donc les périodes de glaciation, de réchauffement, etc. Donc, il va étudier tout ça. Alors, il va expliquer que 4 lois, pour se rappeler, on va avoir 4 lois chez Lamarck, 3 lois chez Mendel. Donc, il explique que 4 lois vont régir l'organisation des individus, donc des êtres vivants. 4. Première loi. Là, vous allez devenir des scientifiques. Vous allez pouvoir avoir un diplôme de biologie. Au moins. Première loi. Alors, je vous explique. La vie, par ses propres forces, c'est une expression importante, la vie, par ses propres forces, tend continuellement à accroître le volume de tout corps qui la possède. La vie, par ses propres forces, tend continuellement à accroître le volume de tout corps qui la possède et à étendre les dimensions de ses parties. C'est-à-dire, il n'y a pas simplement complexité, mais il y a croissance. La vie est croissance. Donc, elle étend les dimensions de ses parties jusqu'à un terme qu'elle amène elle-même. C'est-à-dire, il y a un processus vital qui va rester à déterminer, qui, par ses propres forces, tend à augmenter, accroître le volume, les dimensions des parties de ces êtres vivants jusqu'à un terme. Deuxième loi, la production d'un nouvel organe dans un corps animal résulte d'un nouveau besoin. La production d'un nouvel organe dans un corps animal résulte d'un nouveau besoin survenu et qui continue de se faire sentir. Vous voyez l'image du temps qu'il faut aussi pour que, face à un besoin nouveau et qui continue de se manifester, il va y avoir de nouveaux organes qui apparaissent. Donc, le rôle des circonstances, du temps, du besoin. C'est le besoin qui crée l'organe. Il va mettre en place besoin organe. Mais qui le pense l'organe pour qu'il soit fait comme ça C'est l'organisation, la force vitale entre guillemets, intrinsèque, interne au système vivant. Troisième loi, qui est très importante aussi, le développement des organes et leurs forces d'action sont constamment en raison de l'emploi de ces organes. L'emploi, le développement des organes est tributaire de l'emploi de ces organes. C'est que par exemple, le fait de ne pas utiliser certains organes provoquera la perte transmise héréditairement de tel organe ou de telle fonction. L'organe va finir par disparaître.
si il n'est pas sollicité, s'il n'est pas utilisé. Et donc, là on est dans quelque chose qui va beaucoup développer, l'usage et le non-usage, et qui définit dans sa philosophie zoologique, il écrit « Dans tout animal qui n'a point dépassé le terme de ses développements, l'emploi plus fréquent et soutenu d'un organe quelconque fortifie peu à peu cet organe. » Ah, ça semble très logique. À l'époque, ça n'était pas. Et de nouveau, aujourd'hui, on est plus dans la nature. c'est pas aussi évident. Parce qu'il y a plein de choses chez Lamarck, comme chez Darwin, qui semblent assez naturelles. Enfin, même la loi de la sélection naturelle chez Darwin, bon, du plus fort, dans un environnement malthusien. C'est-à-dire où il n'y a pas assez pour tout le monde, bon, c'est la guerre, c'est la lutte pour la vie, et c'est le plus fort qui domine, et c'est le plus fort qui va donc transmettre évidemment ses caractères au détriment des plus. Ça semble logique. Bon. Le problème, aujourd'hui, enfin, on le sait, puisque c'est d'en faire un système, de tout expliquer par cela, et de donc sous-évaluer d'autres mécanismes, notamment ceux de la solidarité, de l'aide entre les membres d'une espèce, et que l'environnement n'est pas forcément malthusien, parce que Darwin était malthusien, c'est-à-dire dans le sens où, attention, il y a trop d'êtres humains ou d'êtres vivants par rapport aux ressources de la planète. Voilà, donc c'est pour ça que tout ça, ce qui semble assez naturel, ne l'est en fait, peut être critiqué, peut être remis en cause. Puisque pourquoi un emploi plus fréquent d'un organe fortifierait cet organe? On pourrait dire qu'au contraire, ça va lui fatiguer. Non, et qu'il va peut-être s'affaiblir et disparaître. Non, on peut dire à peu près le contraire. Une constatation. Voilà. Alors, il dit donc l'emploi le plus fréquent d'un organe le développe, l'agrandit et lui donne une puissance proportionnée à la durée de cet emploi. Tandis que le défaut constant d'usage d'un organe l'affaiblit insensiblement. C'est encore ce qu'on nous dit aujourd'hui, il faut faire travailler le cerveau, la mémoire, sinon on la perd. Bon. Et donc, ne pas utiliser un organe finit par le faire disparaître. Ça, c'est la troisième loi sur l'usage des organes. Quatrième loi, qui n'était pas révolutionnaire à l'époque, qui est le principe d'hérédité des caractères acquis. C'est-à-dire que les caractères acquis se transmettent de génération en génération. Il dit tout ce qui a été acquis, tracé ou changé dans l'organisation des individus pendant le cours de leur vie est conservé par la génération, conservation des acquis, puis transmis aux nouveaux individus qui proviennent de ceux qui ont éprouvé ces changements. Cette acquisition de nouveaux caractères se transmet automatiquement aux générations suivantes. Donc là, c'est un principe, ce qu'on appelle l'hérédité des caractères acquis. C'est un principe accepté depuis très très longtemps. Là-dessus, oui, depuis Aristote, tout le monde s'accordait à tout faire ça. Et il faudra attendre, ça je vous en parlerai tout à l'heure, un chercheur darwinien du nom d'Auguste Weismann qui va contester radicalement ce principe. Mais il faudra attendre quand même longtemps, Weismann, pour que ce principe de... Weismann, c'est fin 19e, conteste ce principe. Et lui, comme il était darwinien, il voulait surtout montrer que c'était la sélection naturelle. C'était le principe dominant et pas ce principe héréditaire. Alors, donc ces 4 lois. Je vous enverrai le texte des lois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on minimise les apports de Lamarck et on les réduit, on les caricature, on les transforme. Soit on les réduit à justement l'idée de l'hérédité des acquis,
on va dire la marque, c'est l'hérédité des acquis, ce qui en fait donc était admis par presque tous les naturalistes de l'époque, et on les a critiqués, soit justement parce que jugés trop vitalistes, je vais vous expliquer, trop vitalistes ou spiritualistes. Donc, parce que dans le vitalisme, il y a cette idée d'une force vitale, mais bon, c'est pas trop d'où elle vient. Et donc, il peut y avoir aussi une interprétation un peu spirituelle de cette force vitale, cet élan vital, hein, dont parlera Bergson plus tard. Ou au contraire, on va la critiquer parce que trop matérialiste. Parce qu'en fait, vous vous rendez bien compte que, comme pour Darwin, Dieu n'intervient pas dans la création ni dans l'évolution. On se passe totalement de Dieu. Et donc, pour les gens d'église, c'était un petit peu suspect, plus que suspect. Alors, par rapport au vitalisme, parce que ça c'est un peu plus complexe, et mais la marque c'est du vitalisme. Voilà. En fait, elle a été effectivement traitée de vitaliste, cette vision, surtout par les néo-lamarckiens. Parce qu'il lui est arrivé à Lamarck d'utiliser effectivement cette expression de force vitale. Et les lamarckiens ou néo-lamarckiens, en tout cas certains, vont faire de cette force vitale une force absolument prédominante, comme la force de la gravitation, aussi importante que la gravitation, alors que dans l'esprit de Lamarck, c'est pas du tout ça. Quand il emploie le terme de force vitale, parce que parfois il l'emploie, il explique qu'en fait c'est un processus physique, strictement physique, qui n'a rien de mystérieux ou d'inconnaissable ou de spirituel. Puisque c'est tout à fait rationnel dans sa vision. Et donc, la vie se manifeste, je veux simplement expliquer que la vie se manifeste dans les êtres vivants en tant qu'organisation de la matière, mais comme un processus physique. Qui s'auto, une organisation auto-catalytique, qui s'auto-organise. Et surtout, je trouve que c'est le plus important, c'est qu'il utilise le terme de force vitale pour qualifier, en quelque sorte, la conséquence de ces mécanismes, le résultat de ces mécanismes, le résultat des processus physiques à l'œuvre dans le vivant, et pas pour désigner la cause. Pas pour désigner la cause qui animerait la dynamique interne qui caractérise le métabolisme des êtres vivants. Donc, force vitale, c'est une constatation, c'est un résultat, c'est pas le principe causal qui ferait que la vie irrigue les êtres vivants et les fait évoluer. Et l'autre élément qui est très important, c'est que pour lui, il n'y a pas de progrès, comme on l'entend généralement, entre l'amibe et l'homme. Même si, évidemment, il y a une complexification, il y a une organisation beaucoup plus complexe chez l'homme que chez l'amibe, mais que ceci ne signifie pas un processus de perfectionnement vers une finalité quelconque. Il n'y a pas de finalité dans le processus de Lamarckien. Bon, j'y reviens. Ça va? C'est un peu technique? Ça va? Je voulais dire que sur Facebook, il y a la coupe d'une herbe qui pousse, agrandie, plein. C'est magnifique. Dans l'herbe, il y a de toutes petites choses ravissantes qui absorbent l'eau, etc. Et la vie qu'on peut voir maintenant avec
C'est fabuleux, c'est juste pour dire que c'est un petit peu dans la... Oui, oui. C'était beau, on dirait des fleurs. Alors qu'un brin d'herbe, voilà. Ah ouais. C'est vrai que c'est source d'émerveillement. Ah, oui. Ça, c'est sûr. Oui, bien sûr, mais j'avais trouvé ça extraordinaire. Donc, regardons les herbes pousser. Alors, je vais revenir, parce que quand même, je préparais quelque chose de très savant. Sur les deux principes de complexification et diversification. Donc vous avez les 4 lois, et puis vous avez ces deux grands principes, donc de complexification et diversification. Donc pour Lamarck, ce sont deux tendances opposées mais complémentaires. Complémentaires, puisque d'une part, il y a la complexification sous l'effet de cette dynamique interne, force vitale qui va organiser, va donner une certaine organisation des êtres vivants et qui va les enrichir d'organes et de fonctions nouvelles. Et puis la diversification qui vient parfois stopper ou donner une nouvelle orientation à la complexification. C'est pour ça qu'elles sont opposées mais complémentaires. La diversification des organismes en fonction des circonstances qu'ils rencontrent, c'est-à-dire c'est une forme d'adaptation du vivant à son milieu, ce qui est incapable de faire un être inanimé. Même nos super robots, enfin, peut-être demain ce sera faux, ne peuvent pas s'adapter au milieu. Encore que, j'ai vu des poubelles connectées qui s'avancent lorsque vous arrivez sur un quai de gare avec un papier. Oui, si, c'est vrai. Si, ça existe. Je ne sais plus dans quelle ville. Vous approchez sur un quai de gare avec un papier à jeter. La poubelle va s'avancer vers vous. Donc là, la poubelle, elle ne s'attache pas au milieu. Donc sa structure, son organisation interne ne va pas changer. C'est simplement pour faire un petit break. Alors, comment ça se passe? Lamarck considère que les êtres vivants les plus simples, il les appelle les infusoires. Bon, les infusoires. Eh bien, ces êtres vivants les plus simples, ils apparaissent par génération spontanée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de démiurge, il n'y a pas de créateur. Ils apparaissent par génération spontanée. Donc, ces infusoires, c'est d'abord des petites masses gélatineuses, c'est des sortes d'amibes, des petites masses gélatineuses avec quelques mouvements de fluide interne provoqués par la chaleur. Et donc, c'est des organisations monocellulaires, donc très très simples, qui leur permettent d'apparaître spontanément comme le produit naturel, de génération spontanée, ça veut dire quoi? Le produit naturel de lois physiques. Voilà, c'est-à-dire que la matière s'auto-génère, s'auto-organise. Donc, ils sont le produit du libre jeu des phénomènes physiques, ce qui revient à considérer que l'apparition de la vie ne nécessite aucune intervention divine, extérieure, puisque seules les lois de la nature suffisent, les lois de la physique suffisent. Bon, c'est d'accord ou pas d'accord, mais c'est encore aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que c'était un peu... On hésitait à se montrer avec lui, à ses côtés. Ça rappelle. Il n'y avait pas de photo avec moi, il ne fallait pas être à côté de Lamarck. Bon, alors, donc, c'est la principale justification de son transformisme. La nature crée directement les formes les plus simples. La nature, elle est capable de créer par génération spontanée des formes simples.
Mais la nature, par elle-même, ne peut pas créer des formes plus compliquées, plus complexes. Donc, les formes plus complexes, nous par exemple, hein, ou les grands mammifères, les animaux, dérivent de ces formes simples par un processus temporel de complexification, mais extrêmement long, sur des milliers, des millions d'années, sur des périodes de temps très très longues. Donc, pendant un nombre considérable de générations, il y a ce processus donc, de complexification. Donc, la nature, elle, les lois physiques sont capables de créer du simple. Et ensuite, c'est un processus de complexification, d'auto-complexification et de diversification qui va nous amener aux structures plus complexes. Donc, ainsi, il ne fait appel qu'aux lois physiques. Les lois de la nature suffisent pour créer ces organismes simples. Et c'est quoi la nature avant les il ne se pose pas la question. Lui, il n'est pas métaphysicien. Il est botaniste, il est biologiste. Il essaie de comprendre ce qui existe, les êtres vivants, la différence entre les végétaux, les animaux et le non-vivant. Il veut décrire, comprendre. Il ne se pose pas la question de qu'y a-t-il avant les infusoires. Il ne fait pas de métaphysique. Non, lui c'est mon scientifique. Il cherche déjà à comprendre, à décrire ce qui se voit. Alors, il va évoluer. En 1809, il pense que les infusoires, ces fameux infusoires, apparaissent de manière permanente. C'est d'une sorte de création continue. C'est-à-dire qu'elles ont été créées à un moment, et puis cette création ne s'est pas arrêtée. Ce qui lui permet d'expliquer qu'il y a certaines, disons, des dates différentes, des générations différentes, une présence simultanée de différentes espèces avec des degrés divers de complexification, puisqu'il y a une infusoire qui a déjà évolué depuis des millions d'années, puis il y en a une qui vient juste d'être créée, donc des stades différents de complexité. Et oui, donc pourquoi aujourd'hui encore il y a des années, cette diversité des êtres vivants. Donc il présente même l'évolution comme une sorte de tapis roulant, où se complexifient diverses lignées apparues les unes après les autres. Et puis après, il va changer un petit peu de vue et il semble revenir sur son idée de cette génération spontanée continue. Bon, il dire que quand même, il s'est posé un certain nombre de questions, il est revenu sur un certain nombre de choses. Alors, donc, cette tendance à la complexification explique pourquoi il va y avoir dans les espèces végétales comme animales des ordres, des règnes, des classes, des embranchements. Enfin, vous connaissez tous les arborescences, les classifications en espèces, en classes, en embranchements, etc., comme une conséquence de l'accroissement du mouvement des fluides. D'abord dans un individu, très, très simple, un illusoire, puis ensuite à travers les générations successives. Donc, il constate empiriquement l'existence d'une échelle de complexification des êtres vivants. Je disais tout à l'heure. Et il va employer le terme de progrès, mais il ne faut pas là non plus se méprendre sur qu'est-ce qu'il entend par progrès. Il emploie le terme de progrès dans le sens d'une progression à travers une suite graduelle de complexité, simplement une progression, mais pas une tension vers une fin idéale.
progression, en disant il faut éviter de projeter un jugement de valeur sur ce thème de progrès, comme on l'a fait après avec le progrès technique, ou de toute façon, voilà, les 3 états d'Auguste Comte qui fait que demain sera toujours en progrès, donc meilleur. Là, non, c'est simplement un terme scientifique de progrès, progression. Voilà, complexification grandissante. Et le terme de perfectionnement, parce qu'il va aussi utiliser ce terme, dans le sens de fait d'acquérir des facultés plus éminentes, de nouvelles fonctions, des organes différenciés, mais pas forcément une augmentation des performances. Ou une meilleure adaptation au milieu. Et c'est en ce sens où sa vision et celle de Darwin vont être extrêmement différentes, puisque celle de Darwin va se focaliser sur cette idée d'adaptation au milieu pour être plus performant. Et que les plus forts vont survivre et les plus faibles vont disparaître. Les plus adaptés. Oui. Alors pour les lui, plus forts pour l'adaptation. ce perfectionnement, Ce perfectionnement, c'est simplement le fait d'acquérir des facultés plus larges, plus vastes, des organes plus complexes, plus différenciés, pas plus efficaces. Il décrit simplement, c'est un processus de perfectionnement, mais sans finalité. Sans finalité. Et ça, c'est assez subtil, puisqu'il dit que cette complexification n'est pas attribuable au seul hasard. Là aussi, il va se différencier de Darwin. Ce n'est pas un accident non plus. C'est une nécessité. C'est un produit nécessaire de la dynamique interne des êtres vivants. C'est un produit nécessaire, un perfectionnement nécessaire de cette dynamique interne des êtres vivants. C'est pour ça que Jacques Monod, pourra écrire ce livre, Le hasard et la nécessité. Darwin représente un peu cette idée de hasard. Et Lamarck a clairement une sorte de déterminisme, de nécessité interne, sans but. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, parce que vous verrez qu'aujourd'hui, dans les systèmes complexes, dont on commence à étudier la logique, il y a cette idée d'une sorte de programmation, de programme interne, qui va évidemment rétroagir avec les circonstances extérieures. Et tout ça va faire une sorte de système relationnel très 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 riche, dont on ne peut jamais comprendre exactement les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que là on est en train de faire machine arrière en disant qu'on va pouvoir comprendre le processus, on en est loin. Mais voilà, donc vous avez chez Lamarck un produit nécessaire de la dynamique interne des êtres vivants. Et par contre, la forme, elle, ne peut pas être prévue. Parce que la manière dont cette complexification va s'exprimer est le résultat des circonstances. Changement climatique, changement de nourriture, appauvrissement des sols. Et là, c'est contingent. C'est contingent parce que ça peut arriver d'une certaine manière, mais ça peut aussi ne pas arriver de cette manière. Alors, une autre interprétation erronée qui a été faite par rapport à Lamarck, c'est de interpréter cette échelle comme une échelle spirituelle des êtres, une chaîne. Et dans l'introduction de son histoire naturelle, il s'oppose explicitement à une telle interprétation. Voilà ce qu'il écrit. Assurément, je n'ai parlé nulle part d'une pareille chaîne. Parce que
La chaîne dont certains parlent, c'est d'ailleurs une chaîne continue, qui fait qu'il y aurait là, oui, un progrès de conscience entre là les minéraux, ça commence de toute façon minéraux, ça intègre les minéraux, ça ne les exclut pas. Minéraux, végétaux, animaux, hommes, anges, dieux, etc. Et donc il dit, je n'ai jamais parlé d'une pareille chaîne, c'est une interprétation évolue. Je reconnais partout au contraire qu'il y a une distance immense entre les corps inorganiques et les corps vivants, et que les végétaux ne se nuancent avec les animaux par aucun point de leur série. Je dis plus, les animaux mêmes, qui sont le sujet du fait que je vais exposer, ne se lient point les uns aux autres de manière à former une série simple et régulièrement graduée dans son étendue. Ainsi, dans ce que j'ai à établir, il n'est point du tout question d'une pareille chaîne, car elle n'existe pas. Donc lui, c'est sûrement pas lui qui va chercher le chaînon manquant. Parce que pour lui, il n'y a pas de chaîne. Il y a une complexification, donc des embranchements, des structures en arborescence. Mais pas, on ne peut pas parler d'une chaîne évolutive, un phylum évolutif depuis la pierre jusqu'à Alors, peut-être on va faire la pause maintenant. Parce que je voulais vous parler de la diversification puis de l'enjeu avec Darwin. Et puis ensuite, il y a Mendel quand même. Donc on va se prendre un peu de café. Un petit mot sur la diversification, parce que là aussi il fait des hypothèses. Fécondes. Donc, vous avez compris le système de complexification, mais dit s'il n'y avait que ce principe de complexification, la progression, la composition des animaux aurait été régulière, ce qui n'est pas le cas, donc manifestement il y a un autre principe qui joue, c'est donc le deuxième principe de la diversification. Qui va créer les embranchements et donc c'est là où on joue les circonstances. Les circonstances qui sont être responsables en partie de la diversification des espèces. Et là, il a une hypothèse qui est la suivante. Il dit l'influence des circonstances est plus ou moins marquée selon les parties de l'être qu'elle touche. Il dit, moins un organe est essentiel à la vie, plus facilement il pourra varier au gré des circonstances. Bon, là franchement, c'est une hypothèse. Moins un organe est essentiel à la vie, plus il est secondaire, plus facilement il pourra varier au gré des circonstances. Et plus il est essentiel à la vie, moins il sera perméable à l'action des circonstances. Et il dit, les organes essentiels, il se trouve que ce sont ceux dont le fonctionnement est purement interne, sans trop de relation avec le milieu extérieur, ils seront donc moins facilement modifiés par les circonstances. Donc les organes les plus internes, je pense le cœur, les poumons, les organes vitaux, mais vraiment l'intérieur, seront moins... Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont à l'intérieur, est-ce qu'ils sont parce qu'ils sont plus essentiels à la dynamique de la vie? En tout cas, ils seront moins altérés, en tout cas en théorie, par l'influence des circonstances extérieures. Ça permet ça comme idée? Non. Et il dit par contre, ça permet donc de déterminer, justement en fonction des évolutions des organes, ceux qui sont réellement essentiels, c'est-à-dire ceux qui n'auraient pas trop
évolués de ceux qui sont plus annexes ou accessoires, qui auraient le plus évolué. Bon. Le livre tel quel, ça lui permet de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accidentel. Alors, autre chose qui est importante à comprendre dans cette diversification, c'est que les circonstances vont donc déclencher une action, mais pas modifier directement l'organisation corporelle, en tout cas chez les animaux. Les circonstances vont déclencher une action, et c'est cette action qui doit être répétée pendant des générations et des générations, qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir une modification organique. Alors que chez les végétaux, dit-il, les circonstances peuvent déclencher immédiatement, pratiquement immédiatement, une action et une modification organique. Alors que chez les animaux, qui sont plus complexes, il va falloir la répétition. Donc une action répétée modifie le corps, et c'est là où il explique le fameux coup de la girafe. On sait que cet animal, le plus grand des mammifères, habite l'intérieur de l'Afrique et qu'il vit dans des lieux où la terre, presque toujours aride et sans herbage, l'oblige de brouter le feuillage des arbres et de s'efforcer continuellement d'y atteindre. Et ça ne s'est pas passé avec une seule génération. C'est là l'exemple de générations. Alors maintenant, disons, il est résulté de cette habitude soutenue depuis longtemps dans tous les individus de sa race que ses jambes de devant sont devenues plus longues que celles de derrière et que son col s'est tellement allongé que la girafe, sans se dresser sur les jambes de derrière, élève sa tête et atteint à 6 mètres de hauteur, près de 20 pieds. Ça, c'est ce qu'il explique dans la philosophie zoologique. Alors, ce qu'on dit maintenant, ceci est remis en cause dans le sens où maintenant on pense que même si la girafe doit allonger son cou pour manger, pour brouter, et que ceci se répète pendant des générations et des générations, s'il n'y a pas à l'intérieur de la girafe le programme Coulomb, l'influence des circonstances jamais n'aurait été suffisante pour allonger le cou. C'est-à-dire qu'il y avait dans le programme, alors après on va dire génétique, ou chromosomique, mais à l'époque on ne sait pas. S'il n'y a pas cette programmation interne propre à la girafe qui est d'avoir un long cou, jamais le seul effet des circonstances aurait provoqué ce... Voilà. Alors que là, pour Lamarck, c'est le besoin crée l'organe et ce besoin soutenu, répété. Et à l'époque, on se moquait beaucoup moins de son exemple qu'aujourd'hui. Justement, je suis revenue. Donc, ça veut dire que même si on n'aura pas forcément... Après, c'est à savoir quelle était la longueur du cou au départ. Avec la longueur du cou au départ, Les arbres étaient plus... non, la girafe a toujours eu un long cou. Elle a toujours eu à manger des feuilles très hautes. Oui, disons qu'après, vous comprenez, c'est aussi une manière... Mais pour l'homme, on a fait pareil. Pour l'homme, on a fait pareil. Il dit, tiens, un jour, là, il s'est servi de ses mains pour fabriquer l'homo faber, pour fabriquer des objets, et donc il a pu se mettre debout. Bon, maintenant, on sait que le programme de l'homo, homo sapiens, il reste plus que l'homo sapiens, mais disons, le programme homo, c'est la bipédie. Ça maintenant, on le sait, c'est-à-dire que l'homme n'était pas à 4 pattes et qui s'est relevé. Ça, maintenant, on sait que c'est faux. Ça, on le sait. Je répète. C'était faux. L'homme a toujours été bipède parce que c'est le programme. Voilà. C'est ça qui reste aujourd'hui à déceler. Qu'est-ce que c'est que cette notion de programmation interne, dynamique interne? Programmation, mais quand se serait installé ce programme? Quand serait installé ce programme homo? Avant l'homme, qu'est-ce qu'il y avait? Voilà mon petit, c'est ça le but. Avant l'homme, qu'est-ce qu'il y avait? Un ancêtre,
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Il y a un programme qui s'est développé, très debout. Oui. Et on a dit c'est l'homme. Oui, il faut savoir que l'homme est beaucoup plus ancien aussi que ce qu'on vient de nous dire, parce que plus on fait des trouvailles, c'était 3 millions, maintenant c'est 7 millions, maintenant on se rend compte que même l'homme de Néandertal qui a disparu aujourd'hui avait des capacités beaucoup plus importantes. Voilà, donc là-dessus, disons qu'on se pose plus de questions qu'on a de réponses. Il n'a pas complètement disparu, parce que nous sommes... Il s'est mélangé. C'est mélangé. Il s'est mélangé. Alors, ce que je voulais vous expliquer, c'est la querelle Lamarck-Darwin. Parce que, là aussi, on a une vue rétrospective un peu erronée quand on dit que Lamarck est une sorte de précurseur de Darwin. C'est faux. Même si Darwin a éclipsé Lamarck, qui est devenu plus connu, Lamarck n'est pas un précurseur malheureux de Darwin, parce que c'est comme ça que les darwiniens, bien sûr, l'ont expliqué. Comme il n'avait pas compris le principe de la sélection naturelle, voilà ce qui explique le fait de méconnaître Lamarck. C'est erroné dans le sens où les projets scientifiques de l'un et l'autre sont radicalement différents, pour répondre à la question. Lamarck, lui, il cherche une explication physique de l'être vivant. Il veut comprendre comment fonctionnent les êtres vivants, comment ils se distinguent des êtres inanimés, et comment les lois physiques fonctionnent, du plus simple au plus complexe. C'est pourquoi ils font de la biologie comme une science à part entière, et l'évolution est donc une conséquence, comme j'ai dit tout à l'heure, logique et nécessaire de sa conception de l'être vivant. L'évolution est une nécessité historique. C'est une nécessité historique. Darwin, c'est autre chose. Lui, il cherche déjà à réfuter l'intervention divine dans la production des espèces. Et donc il réfute l'intervention divine dans la production des espèces, ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on appelait déjà à l'époque, la vision fixiste. Fixiste, qu'on appelle aujourd'hui créationniste, dont on entend beaucoup parler, notamment aux États-Unis. Fixiste, dans le sens où, dans la démarche de l'Église, les espèces ont toutes été créées une fois pour toutes, telles qu'elles sont aujourd'hui. Il n'y a pas de notion d'évolution, de changement, de transformation. C'est ça ce qu'on appelle le fixisme. Donc en fait, on a le transformisme avec Lamarck, fixisme avec l'Église, et Darwin, qui est quand même qui a été formé par le fameux Pasteur, cherche à réfuter cette intervention divine. Et surtout, lui, ce qui le préoccupe, c'est de comprendre et d'expliquer la diversité des espèces. Pourquoi, vous savez, le fameux exemple des pinsons, pourquoi au Galapagos, pourquoi il y a des multiples pinsons avec des becs différents, des couleurs différentes, pourquoi cette diversité existe-t-elle? Et c'est pour ça que, pour expliquer cette diversité, il va faire l'hypothèse de la sélection naturelle, de l'adaptation au milieu. Donc tous ces pinsons n'ont pas été créés comme ça au départ, une fois pour toutes, non, c'est le produit d'une adaptation, puisqu'il y avait pour les becs plus durs parce qu'ils devaient manger des nourritures plus dures, etc. L'adaptation. Donc c'est ça qui l'intéresse. C'est comprendre la diversité des espèces, qui est le fruit d'une adaptation et qui n'est pas, comme disent les tenants du fixisme, qui n'a pas été créée au début une fois pour toutes. Et il reprend même l'idée que l'être vivant est comme une machine. Il explique la formation de ces machines, leur adaptation à leurs conditions d'existence par l'action de la sélection naturelle. Il laïcise quelque part l'idée de l'être vivant comme une machine.
Ce qui n'est pas du tout la perspective de Lamarck. Qui, lui, il y a une spécificité vraiment de l'être vivant par rapport aux machines ou aux êtres inanimés. Est-ce qu'on peut dire que Lamarck cherche le comment, les lois physiques, et Darwin le pourquoi? Il ne cherche pas le pourquoi. Il cherche pas le pourquoi. Ils sont tous les deux dans le comment. Tous les deux dans le comment, avec évidemment une répercussion sur le pourquoi, parce que c'est pour ça qu'il a été critiqué par un certain nombre de gens d'église. Parce qu'à partir du moment où il y a adaptation, vous savez, c'est pour ça qu'on le représentait comme un singe, Darwin, parce qu'il y avait une sorte de, de chaîne qui faisait descendre l'homme du singe. Donc, une évolution. Et que ça, évidemment, ça détruisait le statut divin de l'homme. C'est pour ça que c'était très critiqué. Mais ils sont tous les deux dans le comment. Et donc, certains même affirment qu'il faudrait inverser les qualificatifs, c'est-à-dire de dire que le transformisme de Lamarck, c'est une véritable théorie de l'évolution. C'est une véritable théorie de l'évolution, avec cette complexification et diversification. Le terme évolution a été employé, mais tardivement. Alors que l'évolutionnisme, ce qu'on dit l'évolutionnisme de Darwin, est en fait surtout une vision de la transformation adaptative des espèces. L'adaptation des espèces. Qui explique l'évolution. C'est quand même une évolution. Mais ce n'était pas forcément sa perspective. Simplement pour montrer qu'ils ont deux perspectives différentes. C'est ça que je veux dire. Je crois qu'il y a une confusion entre adaptation et sélection. La sélection, c'est l'hécatombe. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas capables de survivre disparaissent. Et les trois qui sont là, qui sont restés, ils n'ont pas fait un chemin pour aller de A à B pour devenir différents. Simplement, par les mutations génétiques, de nouvelles espèces apparaissent et elles sont impitoyablement éliminées dès lors que l'environnement est favorable. Comme il s'intéresse à la transformation adaptative des espèces, il va être amené à placer au pinacle un peu cette loi de la sélection naturelle. Et de tout expliquer par ça. Vous avez différents concepts qu'on ne peut pas mélanger. Vous avez, c'est comme avec l'hérédité, le développement, c'est différent. Et souvent, ça a été confondu. Là, vous avez transformisme, fixisme, évolution, adaptation. Et tout ça n'est pas pareil par rapport à l'angle de vue. Ça, c'est pour réhabiliter un petit peu Lamarck, en disant que, en fait, le fondateur d'une vision évolutive, c'est Lamarck, et pas Darwin. Parce que Darwin se focalise sur la notion d'adaptation et des circonstances adaptatives. Ce n'est pas tout à fait. On ne peut pas considérer qu'il se complète finalement. Et surtout, je finis avec ça, pour Darwin, il n'y a aucune nécessité théorique. C'est du hasard. Ça dépend pour. C'est de la contingence. Comment on définit le mot nécessité? Ce qui est nécessaire, c'est ce qui est causé par quelque chose. Notion de nécessité, on fera. Nécessité fait loi. C'est nécessaire, effectivement. Pour Lamarck, il y a une nécessité, et cette nécessité, elle s'exprime dans les lois de la nature, les lois physiques. C'était nécessaire, ça veut dire que ça ne pouvait pas, de toute façon, être autrement. En philosophie, on le distingue, la contingence. Ce qui est contingent, c'est ce qui se passe d'une certaine manière et qui aurait pu se passer d'une autre manière. Darwin, il dit, c'est le hasard, même s'il dit qu'il n'y a pas de saut. Il n'y a pas de saut, mais c'est le hasard aussi qui intervient. C'est pour ça que Monod a repris hasard et nécessité. Et qu'aujourd'hui, il y a certains darwiniens qui sont arc-boutés là-dessus. Et c'est pour ça qu'entre les darwiniens et les créationnistes, c'est chaud. Mais pour Darwin, il n'y a pas de nécessité. Alors que la notion de nécessité, elle est au cœur de la vision de Lamarck. Alors comment il place la différence entre hasard et transformation adaptative? Alors comment ça s'enchaîne?
c'est pas forcément que du hasard, c'est Ça- lié à l'adaptation. Disons qu'il y a beaucoup de contingences, c'est-à-dire que telle espèce s'est adaptée de telle manière. Bon, on le constate, mais elle aurait pu tout aussi bien se transformer autrement ou disparaître. Il n'y a pas d'explication, c'est plutôt une constatation. Alors après, ça c'est Darwin, après il y a les darwiniens, les néo-darwiniens, ils vont affiner tout ça. Hein. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec la notion de, ça on y reviendra peut-être la semaine prochaine, sur l'intelligent design, c'est-à-dire le dessin intelligent, le dessin D-E-2-S-E-I-N. Y a-t-il un dessin? C'est l'histoire de la finalité, je t'expliquais la semaine dernière. Y a-t-il un dessin et qui se traduit par un dessin, souvent géométrique et tout ça. Et y a-t-il un dessin? Pour Darwin, il n'y a pas de dessin. Mais avec le PHP, on n'en est plus à ces notions-là, on a dépassé. Ah non. Enfin, elles sont affinées, ces notions, parce que les néo-darwiniens ont continué. Mais il y a toujours quand même ces mêmes enjeux de finalité. La différence entre dessin et finalité, d'ailleurs tu disais pas que Darwin avait une finalité pour lui contrairement à la marque. C'est la marque. Dessin et finalité, c'est la même chose. Quand il y a un dessin, c'est qu'il y a une finalité, il y a un plan. Les deux, il y a un plan. Vous disiez de la marque, il n'y avait pas du tout de finalité. Il y a une nécessité. Voilà, il y a une Nécessité. Mais la finalité, elle n'est pas. Ça n'intéresse pas de s'interroger là-dessus. Mais il y a une nécessité. Il ne se pose pas la question, mais c'est évident que quand on dit il y a nécessité, quand même, malgré tout, ça pose la question du pourquoi. Alors que pour Darwin, il n'y a pas de nécessité, donc il n'y a pas de pourquoi. Ce que je veux dire, c'est qu'avec Lamarck, il y a la notion de nécessité, donc de fait, il y a quand même cette question sous-jacente qu'il ne traite pas, qui n'est pas la sienne, lui c'est un scientifique, mais nous, on peut se poser la question, bon mais c'est quoi cette nécessité qui fait loi, d'où ça vient, ces lois de la gravitation, ces fameuses constantes, quoi faire? Darwin ne se pose pas la question. La marque, c'est une logique interne. Oui, c'est une logique interne, une nécessité interne. Il emploie bien le terme de Il nécessité. n'y a rien de transcendant. Non. C'est une émanence. Non. Par contre, nous, on peut se poser la question. Ouais, quand même, qu'est-ce qu'il a foutu? C'est même pas foutu. Allez voir l'herbier de Lamarck. Alors, Mendel, parce que là, Mendel, 1822-1884. Alors lui, c'est pareil. Il publie un article. Il est de quelle nationalité? Tchèque. Enfin, disons, aujourd'hui, il est. Je crois qu'il est de Brno en Tchécoslovaquie. À l'époque, ça n'existait pas, la Tchécoslovaquie. Grigor. C'est un moine, je crois. Hein? C'est un moine. Oui. Alors, lui aussi, c'est vraiment intéressant parce que c'est un homme de religion, un prêtre. Et il écrit en 1866 un article, Recherche sur les hybrides végétaux. Recherche sur les hybrides. Recherche sur les hybrides végétaux, en 1866. Et c'est cet article qui va contenir ce qu'on va appeler plus tard les lois de l'hérédité. Mais, quand il paraît en 1866, personne ne remarque l'article. Pourtant, lui, il essaie de faire sa pub, il envoie son manuscrit aux scientifiques des quatre coins du monde, mais ça passe totalement inaperçu. Et c'est en 1900, donc 34 ans après, que trois botanistes, il y en a un qui est néerlandais, un allemand, un autrichien, redécouvrent séparément, mais simultanément, ces lois.
Et tout d'un coup, on va reparler, c'est un de ces botanistes qui va parler des lois de Mendel, qu'on va appeler, à partir de là, les lois de l'hérédité. Mais Mendel était mort déjà, depuis 16 ans. Vous voyez, il faut quand même croire à sa destinée. Donc là aussi, totalement méconnu de son vivant. Et après, on a évidemment parlé des lois de Mendel. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont demandé pourquoi c'était resté totalement inaperçu. Alors on pense que, disons que c'était à la fois peut-être présenté de manière un peu rébarbative, ces recherches, et que les mentalités n'étaient pas prêtes. Comment ? Que les mentalités n'étaient pas prêtes à accueillir ces recherches sur l'hybridation des végétaux. Bon. Alors, donc en 1900, on utilise pour la première fois l'expression loi de Mendel, et c'est en 1907 que l'article de Mendel est traduit en français, par exemple. Donc il va falloir attendre plus de 40 ans pour que ça soit traduit. Alors, c'est la combinaison de ces lois de Mendel avec la découverte donc, plus tardive des chromosomes et des gènes qui est à l'origine de la fondation de la génétique au début du XXe siècle. Alors, c'est amusant aussi sa vie, puisque lui, il est né en Moravie. Vous voyez, donc, de l'Est, en Moravie. Il entre dans l'ordre des Augustins et il est ordonné prêtre en 1848. Il va se consacrer à l'enseignement et puis il se perfectionne à l'université de Vienne en physique, zoologie, botanique, paléontologie. Il est assez proche de l'art. Et puis en 1856, il a des problèmes de santé et donc il va avoir des loisirs. Et pendant ces loisirs, il va faire des recherches sur l'apiculture, la météorologie, la botanique, et c'est là qu'il va, pour s'occuper, faire ses expériences d'hybridation sur des petits pois, sur des pois qui vont l'occuper pendant 8 ans. Vous voyez, c'est quelqu'un d'opiniâtre aussi. Et puis, ensuite, il est élu supérieur de son couvent, et il va lâcher tout ça pour se consacrer aux affaires de sa communauté. Et donc, c'est un peu comme presque un hasard s'il s'intéresse à tout ça, et il va disparaître dans l'indifférence totale de ses contemporains. Alors, que contient l'article de Mendel, ce fameux article « Recherche sur les hybrides végétaux » ? C'est le compte-rendu d'une expérience qui va mener pendant plusieurs années, une expérience d'hybridation sur des pois de différentes couleurs, de différentes formes, avec des peaux différentes, soit fripées, soit lisses, etc. Donc, qu'est-ce qui ressort de cette expérience? Alors, c'est assez complexe, donc je vais vous présenter ça vue d'avion. Il ressort de cette expérience que lorsqu'on combine deux souches pures, donc en l'occurrence par rapport au pois, une jaune par exemple et une verte, on n'obtient pas un mélange de couleurs pour la première génération d'hybrides. Pour la première génération, on va obtenir des pois par exemple jaunes ou verts. Mais il n'y a pas de mélange à la première génération. Mais, donc on obtient un seul des caractères à la première génération. Par contre, lorsqu'on produit une deuxième génération, on n'utilise donc plus la souche pure, mais les premiers hybrides, on constate la réapparition de l'autre caractère dans la proportion de 1 pour 3. Donc par exemple, 2 pois jaunes, 1 pois vert, 2 pois marrons. Donc, conclusion, dans l'hybride, les deux caractères sont présents, mais l'un est dit dominant et l'autre récessif. Donc si le jaune est dominant, on va avoir d'abord que des pois jaunes. Il n'y aura plus de vert, le vert va disparaître. Mais à la deuxième génération, le vert va réapparaître, le récessif, mais en minorité.
Et c'est statistique 1 pour 3. Ça va? Hein? Et donc ça c'est la deuxième génération, et ensuite, et on s'est souvent arrêté à ces deux générations, mais ensuite il continue, hein, il a fait ça pendant 8 ans, donc la troisième génération, il y a encore d'autres observations. Si l'on travaille sur plusieurs caractères, on s'aperçoit qu'ils se comportent de façon indépendante les uns des autres. C'est-à-dire, par exemple, la couleur, la forme, tout ça va suivre un cheminement indépendant. La couleur, et c'est ça qui va amener cette idée qu'il y a comme quelque chose de concret, hein, de tangible, qui est le support de la transmission. Alors tu veux dire qu'un poids vert n'aura jamais sa forme en jaune? Si. N'aura jamais ça. Sa forme d'une autre couleur. Si. Si. Par contre, ce qu'il explique, c'est qu'il y a une indépendance de la transmission des caractères. C'est-à-dire que ça ne se mélange pas. Par exemple, parce qu'il avait des poids lisses, des poids ridés, et donc il va observer que ces caractères se transmettent de manière indépendante. Alors, ça va donner donc une formulation de ce qu'on va appeler plus tard les 3 lois de Mendel. C'est assez compliqué. La première loi, c'est celle qui s'appelle la loi d'uniformité des hybrides de première génération. Uniformité des hybrides de première génération, c'est-à-dire que, en fonction du caractère dominant ou récessif, tous les individus de la première génération seront d'une couleur ou d'une autre. Hein? Si on croise des pois à fleurs rouges avec des pois à fleurs blanches, tous les individus qui naissent de ce croisement seront rouges ou blancs, selon que le caractère rouge est dominant ou récessif. À la première génération, il semble, deuxième loi, la loi de disjonction des allèles. Alors là, je ne veux pas développer, c'est très technique, mais c'est allèle A2L-E-L-E-S. À la deuxième génération, les formes rouges et blanches réapparaissent, montrant un ratio de 3 pour 1. Ça, c'est la deuxième loi. Et troisième loi, qu'on appelle la ségrégation indépendante des caractères héréditaires multiples. Voilà, c'est ce que je vous expliquais, c'est que les caractères se transmettent de manière indépendante. Ségrégation indépendante des caractères héréditaires multiples. Parce que forcément, dans l'hérédité, il y a plusieurs caractères. Il y a la couleur, la forme, et bon, pour un homme, vous imaginez le nombre de caractères. On ne connaissait pas à l'époque, hein, ni les chromosomes, ni tout ça. Bon. Alors, ces expériences de Mendel ont souvent été mal ou incomplètement exposées, et souvent, effectivement, on s'arrête à la deuxième génération, sans aller plus loin, parce qu'après, ça devient très mathématique, en fait. Vous avez des équations avec le caractère dominant avec une majuscule, le caractère récessif en minuscule, vous avez des pages et des pages d'équations, ça devient assez complexe. Alors, l'apport fondamental, dans ce que j'ai compris de Mendel, c'est que, plus que la découverte de ces lois encore, c'est l'affirmation que ce ne sont pas les caractères eux-mêmes qui se transmettent, mais quelque chose d'autre, que lui va appeler facteur. C'est pas la couleur elle-même qui se transmet, ou c'est pas la forme fripée ou lisse de la peau qui se transmet, mais cette transmission s'appuie sur un certain nombre d'entités, que lui appelle facteurs, et c'est ça qu'on va appeler plus tard les gènes. Donc ça veut dire que là, il a une super intuition. Parce qu'à son époque, l'hérédité des végétaux, c'est un sujet quand même ingrat. C'est pour ça que quand cet article est paru, il est passé à côté parce que... et puis c'était... j'ai regardé un peu, c'est assez rébarbatif. Je dis, à la 10e génération de ça. Mais, donc ce ne sont pas les caractères qui se transmettent. Ce ne sont pas les caractères qui se transmettent, mais ces caractères ont un support, et c'est ce support qui se transmet, ce facteur, X, on va dire un peu comme...
Et c'est ça qu'on appellera ensuite les gènes. Donc, ça veut dire que c'est vraiment la rencontre de ces lois de l'hérédité avec les découvertes postérieures qui vont être faites, qui vont donner naissance à la génétique. Donc c'est quand même assez énorme. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe après? En 1883, donc 1 an avant la mort de Mendel, il y a ce fameux biologiste allemand, darwinien, du nom d'Auguste Weismann, qui remet en cause pour la première fois la transmission héréditaire des caractères acquis. Ce qui était répété par tout le monde, transmission héréditaire des caractères acquis, lui dit ça n'existe pas, en tout cas pas comme on le présente. C'était évident que si on acquérait un caractère, il se transmettait. Il dit pas du tout. Et là, il va distinguer 2 substances. Bon, c'est un peu technique, mais c'est intéressant quand même pour comprendre la suite. Weismann, qui est en fait le fondateur de la génétique, quelque part. Il va distinguer 2 substances. Il va distinguer le plasma germinatif. Plasma germinatif, qui contient le matériel transmis, c'est-à-dire les caractères de l'individu. Plasma germinatif, ce qui va vraiment se transmettre et qui va localiser dans le noyau des cellules et surtout dans ce dont on a fait la découverte entre-temps, qui sont les chromosomes. Donc, plasma germinatif, basé sur les chromosomes, qui donne ce qui va se transmettre par génération, support de l'hérédité. Mais il dit c'est pas tout. Il y a aussi le plasma somatique. Et là, il est l'expression ou la réalisation du plasma germinatif au sein de l'environnement. C'est-à-dire que là, on a toutes les adaptations à l'environnement dans le plasma somatique. Lui varie selon les circonstances. Et il n'a pas d'effet en rétroaction sur le plasma germinatif. Donc, Weismann, il va avoir cette idée qu'il y a des choses qui se transmettent et d'autres non, y compris dans des caractères acquis. Parce qu'à chaque génération, ce plasma somatique change. Alors, là aussi, c'est une extraordinaire intuition, parce que c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec les fameuses épigénétiques. C'est-à-dire que les gènes, ils ne se transmettent pas à l'identique, ils changent du fait de ils mutent du fait de l'environnement, les fameuses circonstances. Donc, c'est les recherches de Weismann qui vont permettre l'apparition de la génétique, puisque c'est le plasma germinatif qu'on va appeler en génétique le génotype. Le génotype, voilà, ce qui se transmet, et qui va contenir ce matériel fixe et non modifiable qu'on trouve dans le noyau des cellules et qui se transmet d'une génération à l'autre, et qui conditionne donc les êtres vivants. Et le plasma somatique, c'est ce qui va devenir le phénotype. Phénotype, P-H-E-N-O-T-Y-P-E. Donc, génotype, phénotype, qui sont toutes les modifications dues à l'environnement et qui se passent de manière plus ou moins aléatoire. Ce qui explique la diversité des êtres vivants, même issus, par exemple, de 2 parents identiques. Il y a le génotype, voilà, et puis il y a le phénotype. Donc ça deviendra des concepts importants de la génétique, qui va se développer au XXe siècle. Donc l'image qui se dégage des études de Weismann, c'est qu'il y a des éléments qui structurent l'hérédité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui structure le plasma germinatif? Et on va rechercher, donc,
réflexion sur les gènes, on va chercher des unités un peu comparables aux atomes de la physique, hein, qui seraient comme des unités fondamentales, élémentaires de l'hérédité. On cherche un support physique, hein, à ce plasma germinatif, à ce génotype. Comme en physique, il y a les atomes, avec, bon, on va découvrir les protons, les neutrons, les électrons, mais on recherche l'unité élémentaire, fondamentale de la physique. On va faire pareil avec le vivant. On cherche la brique, hein, on dit l'unité la plus petite, hein, vu qu'on sait que l'atome n'est pas l'atome, hein, on peut le fractionner. Bon, ben, en biologie, on va chercher cette unité vraiment fondamentale, élémentaire. Et ça sera le gène. Le problème, c'est que le gène, ça reste une abstraction. Donc, c'est très amusant, parce qu'en fait, il faut attendre 1909 pour qu'un certain Johansen crée le terme de gène. 1909. Vous voyez, cette période, elle est quand même incroyable, ce début du XXe. Avec la relativité d'Einstein, 1905, ce fait de nommer le gène, hein, comme cette unité fondamentale et élémentaire du vivant, c'est quand même incroyable. Et dans un autre, il y a aussi Picasso, dans un autre sens, comme quoi cette époque-là, cette époque-là était au niveau artistique, oui. Ouais. Et c'est vrai que la guerre, première guerre a été terrifiante, enfin, vraiment pour les artistes, mais pour les chercheurs aussi. Et il y a un certain Bateson qui désigne la nouvelle science par le nom de génétique. C'est donc 1909-1910 qu'on parle de gènes et de génétique. Et donc, Johansen, il crée le terme de gène, mais il ne sait rien. C'est le nom donné à cette particule élémentaire, hein, qui serait donc la base du processus héréditaire. Et il s'agit surtout de le découvrir, et il s'était persuadé qu'on allait finalement découvrir ce que serait le gène à l'image de l'atome physique. On allait enfin percer le secret de la vie. Il y a un immense espoir d'enfin décoder la vie, de découvrir le gène, ce que c'est que le gène et donc le secret de la vie. Et à partir de là, vous avez une accélération vraiment incroyable des travaux. On va découvrir donc que le support de l'hérédité finalement se trouve dans l'ADN, hein, ce fameux acide désoxyribonucléique. Ensuite, en 1953, on va découvrir le modèle en double hélice, hein, qu'on connaît bien, double hélice de l'ADN et de l'ARN, ce qui permet de comprendre comment l'information génétique est portée par une molécule. C'est très rassurant, hein, cette époque, de se dire, tiens, l'hérédité il y a un support, hein, ça se transmet par une molécule, bien. Bon. Et il apparaissait acquis donc que les gènes étaient des molécules réelles, comme on l'avait supposé au début du siècle. Et puis, on a ce projet lancé en 1990, vous voyez, là on arrive à des choses très très récentes, enfin, qu'on a connues, où il y a ce projet du génome humain, qui avait pour objectif d'établir le séquençage de la totalité du génome humain. Et là aussi, on s'est dit, on va enfin comprendre qu'est-ce que l'homme. L'homme, elle a des articles. Alors, et c'est drôle parce qu'en fait, ça n'a pas fait tellement de bruit quand c'est sorti. Enfin, bon, il y a quand même des articles, mais pourquoi? Parce qu'il a fallu se rendre à l'évidence. Qu'en fait, une fois qu'on avait séquencé le génome humain, eh ben, on avait un peu avancé.
mais ils se sont rendus compte qu'on était loin d'avoir percé le secret de la vie. Qu'en fait, il y avait énormément de difficultés, que ce qu'on croyait simple était en réalité très complexe. Donc, tous ces gens qui ont participé au séquençage du génome humain, bon, il y a eu quand même une immense déception. Certains se sont enfermés dans leur laboratoire, ils se sont dit, bon, ben, on va étudier, ils se sont cantonnés, on peut dire, à une recherche un peu analytique, essayer de comprendre une petite partie du processus. Et d'autres ont dit, il faut qu'on change complètement de référentiel.